Bonjour, eh bien nous sommes toujours confinés et je me lance dans une deuxième vidéo parce que vous avez été très gentils dans vos commentaires sur la première. Donc on va continuer sur la dégustation, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors d'abord, on n'avait pas vu la dernière fois en fait l'intérêt de la dégustation. Pour les professionnels, bien sûr, ça va être de détecter les défauts du vin pour pouvoir les sélectionner, les acheter, les revendre, les servir en restaurant si on est sommelier, les conseiller. Pour les particuliers, l'intérêt, il est vraiment d'arriver à définir son propre goût. Pourquoi on aime tel type de vin et pas tel autre? Est-ce que c'est dû à la manière dont on vinifie le vin, dont on le travaille? Est-ce que c'est dû au cépage, à un degré d'acidité, à un degré d'alcool? Et une fois qu'on aura ces critères, ça nous permettra, quand on se rend dans différentes régions, d'arriver à pouvoir discuter avec le viticulteur du type de vin qu'on aime et on parlera sur des critères qu'on peut comparer. Et donc ça, c'est vraiment le principal intérêt de déguster énormément. Votre cerveau va mettre en mémoire en fait beaucoup de choses et ça va vous permettre de faire des liens. Mais il y a quand même quelque chose, il y a une certaine limite à la dégustation, parce qu'on est tous uniques. La dégustation, c'est beaucoup d'émotions et c'est des goûts qui sont en rapport avec nos habitudes culturelles. Voilà, exemple, si je demande à quelqu'un est-ce qu'il sent les arômes de mangue dans ce vin blanc-là, et que c'est une personne qui n'a jamais mangé de mangue, comment voulez-vous qu'elle me réponde? Donc j'ai dit de la mangue, mais ça peut être le fruit de la passion, ça peut être l'arôme de pivoine. Voilà. Donc, quand on se lance vraiment dans la dégustation de vin, eh bien, c'est super parce que ça amène à devoir goûter ou découvrir certaines choses dont on n'a pas l'habitude, mais qu'on a besoin, en fait, de goûter absolument ou de sentir pour pouvoir savoir à quels critères on se réfère, voilà, quand quelqu'un nous parle de tel ou tel arôme. Et puis, il y a aussi une autre chose qui rend unique les dégustations, c'est qu'on est très influençable. Voilà. Notre voisin va nous dire que tel vin est meilleur qu'un autre. Nous, on va se dire, moi j'aime que les rouges charpentés, voilà. Ou alors le top, c'est ce qu'on appelle les buveurs d'étiquette. Donc là, c'est l'influence maximale du marketing, c'est-à-dire qu'on ne va boire que des vins renommés, de prix. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les buveurs d'étiquette. Donc voilà, c'était juste pour remettre un petit peu, se rebaser un petit peu sur la dégustation. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on était sur 3 sens, la vue, l'odorat et le goût. Il y en a un quatrième aussi qui rentre en jeu, qui est le toucher. C'est le toucher en bouche. Et la première sensation qu'on a quand on met un vin en bouche, c'est la température. Et la température de service pour un vin, c'est primordial. Vous pouvez complètement gâcher un vin si vous le servez trop froid ou trop chaud. Ça va casser les arômes et ça va casser le goût. Donc vous allez me dire, c'est très difficile, moi j'ai pas de cave à vin, je sais pas trop combien il fait dans mon frigo. Alors bon, on fait aussi avec ce qu'on a, mais en même temps, c'est un peu comme quand on se lance dans la pâtisserie, hein. Si on veut faire de la meringue italienne, on s'aperçoit vite qu'il faut un thermomètre pour savoir le degré exact du sirop de sucre qu'on va mettre dans les blancs d'œufs, parce que sinon on va rater sa meringue. Voilà. Et donc, plus on va aimer le vin et plus on va se lancer dans ce vaste domaine, plus on va faire attention vraiment à la température de service. Donc là, petite note, hein, quand on dit qu'on sert un vin chambré, c'est-à-dire à température ambiante, il faut bien savoir qu'à l'époque où on a inventé le mot chambré, on n'avait pas le chauffage. Donc il ne faisait pas 21 degrés dans le salon ou dans la chambre. Et ça veut dire qu'en fait, en été, il fait trop chaud et en hiver, on a le chauffage. Et donc l'idée de ne jamais mettre de vin rouge au frigo, elle est fausse. La température d'un vieux millésime et d'un vin chambré, c'est entre 15 et 18 degrés. Voilà. Donc il faut, si vous êtes à Noël au coin du feu, ça va pas le faire, hein, et que vous posez votre bouteille plusieurs heures à l'avance parce que vous l'avez aérée, parce que c'est un grand cru. Voilà, il faudra toujours veiller à cette température qui est 18 degrés maximum. Voilà. Pour revenir donc, on a refait un point sur le toucher, pour revenir à la vue. Donc, quand on regarde un vin, on a vu qu'on allait regarder s'il y avait des impuretés, des voltigeurs.
et aussi la limpidité du vin. Et là, on pense souvent que, en fait, cette limpidité, on l'a parce qu'on a filtré le vin. Donc effectivement, on filtre le vin, mais on fait également une autre opération avant, et notamment pour les vins blancs, qui s'appelle coller. Coller, c'est mettre un élément dans la cuve de vin qui va agglomérer les impuretés, mais alors là, les impuretés microscopiques qui font que le vin est légèrement trouble. D'ailleurs, il y a beaucoup de vins nature qui sont troubles. Et c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été collés ou filtrés. Et donc, ce collage, il se fait avec soit de la caséine, donc qui est la protéine du lait, soit l'albumine qu'on a dans le blanc d'œuf. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant des étiquettes avec des vins véganes. Peut-être vous vous demandez quel est le rapport entre du vin qui est fait avec du jus de raisin et les véganes. Et ben c'est parce que dans le collage du vin interviennent des éléments qui viennent d'animaux, hein, donc les œufs ou le lait. Et donc il y a une manière de coller le vin avec de l'argile très très fine. Et du coup, les vins qui sont véganes, alors soit ils ne sont pas collés, soit ils ont été collés, mais avec de l'argile, donc pas d'intervention animale. Voilà. Et pour l'anecdote concernant le blanc d'œuf, moi j'ai une amie qui a un domaine pas loin de chez moi qui s'appelle les Sartaux du Bec, et eux ils collent au blanc d'œuf, et c'est une période de l'année où elle fait une quantité astronomique de crème pâtissière qu'elle offre après dans le village, voilà, de crème jaune, parce qu'en fait elle se retrouve avec énormément de jaune d'œuf vu qu'ils collent avec le blanc d'œuf. Voilà. Donc c'est ça un vin vegan. Euh, Au-delà donc des impuretés, de la limpidité, on va regarder la couleur du vin. Donc le vin blanc, qui d'ailleurs n'est pas blanc, hein, il est jaune, jaune d'or, jaune paille, doré. Euh, il va nous donner des indices, en fait, la couleur va nous donner des indices sur l'âge du vin. Sur les vins blancs, les légers reflets verts donnent l'idée d'un vin jeune. Et plus on va aller sur des reflets orangés, voire marron, plus le vin aura un vieux millésime. Et sur les vins rouges, c'est la même chose. On part d'un rouge rubis, vraiment avec des reflets violacés. Ça, c'est un jeune vin. Et plus on va aller vers l'orangé, le tuilé, le marron, plus on va être avec un vieux millésime. Voilà. Donc c'est assez intéressant de savoir que rien qu'en regardant la couleur du vin, on peut déjà avoir une idée de son âge. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'est pas loin des 8 minutes. Et je vous fais un petit teasing pour la prochaine fois, puisque donc après la vue, on verra en détail le nez et tous les arômes. Et puis on verra également la rétro-olfaction. Vous savez, quand on met le vin dans la bouche, il faut qu'on fait glou 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 et comme ça, voilà. Donc vous me verrez faire la rétro-olfaction, donc je pense que ça sera quelque chose à ne pas louper. Voilà, donc à la prochaine fois.